Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui, selon moi, est trop souvent incompris ou pas compris de la bonne manière de la part des investisseurs dans l'écosystème crypto. Et cette donnée, cette métrique, c'est celui de la centralisation de la supply. Souvent, dans la tête des investisseurs crypto, on a en tête que plus on a une centralisation d'un token auprès d'un un groupe restreint d'individus, plus ça va être une mauvaise nouvelle pour la croissance et le développement du projet en question. Et j'aimerais apporter quelques nuances à ça. Il y a un fond de vérité parce que quand on regarde historiquement ce qui s'est passé avec la plupart des projets qui étaient centralisés ou qui se sont révélés être des arnaques, bah, ça s'est terminé par un rug pull ou par tout simplement les fondateurs, les entre guillemets fondateurs qui dumpent sur la tête des investisseurs retail. Et ça, on l'a vu des milliers de fois dans l'écosystème crypto. Donc, je peux comprendre d'où ça vient. Par contre, j'aimerais apporter quand même certaines nuances parce qu'on va voir que la centralisation de la supply, c'est pas forcément tout le temps, dans tous les cas, une mauvaise idée ou en tout cas une mauvaise manière de voir les choses. Selon moi, il y a deux types de centralisation. Il y a la centralisation au niveau du consensus. Donc là, pour le coup, où on a une centralisation du droit de vote au niveau du consensus, où on a la possibilité de pouvoir changer ou de mettre en place certaines décisions au détriment de la globalité des personnes, là, ça peut poser des problèmes. Et là, en effet, cette centralisation, selon moi, n'est pas bonne. Par contre, il y a aussi un autre type de centralisation qui est la centralisation économique. On est d'accord que la centralisation économique et la centralisation au niveau du consensus, au niveau du réseau, n'est pas équivalente. Aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir, si on va sur le site de BitInfoChart, on se rend compte qu'il y a, je crois que c'était 45% des tokens qui sont détenus par à peu près 2000 adresses. Donc 45%, pardon, pas des tokens, mais des coins, 45% des bitcoins qui sont détenus par moins de 2000 adresses. Bien évidemment, dans ces adresses-là, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des adresses d'exchange, hein, Binance, Kraken, etc., etc., ce qui fait gonfler un petit peu le, ces pourcentages-là. Mais derrière, moi, la question que j'aimerais échanger un petit peu avec Théo, ou quoi que j'aimerais soulever, c'est de comprendre que la centralisation économique n'est pas forcément une mauvaise idée, parce que si il y a une grosse partie des coins ou des tokens qui sont détenus par des baleines, mais que ces baleines-là ont une, une possibilité ou souhaitent détenir ces crypto-monnaies sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années et qu'ils n'ajoutent pas de la pression vendeuse, bah moi, entre guillemets, je préfère mieux avoir une grosse partie de la supply qui va être donnée à des baleines qui, dans l'exemple que je donne, ne vont pas vendre ces tokens-là, ils vont les détenir sur la durée, ce qui va pouvoir permettre bah, de limiter la circulating supply et de permettre d'ajouter une pression vendeuse qui sera nettement plus faible, donc une croissance plus élevée, en tout cas du token, si jamais on a une demande un peu plus élevée à ce niveau-là. Et si on regarde autour de nous, la plupart des entités, que ce soit au niveau des actions, que ce soit au niveau des crypto-monnaies, celles qui ont le plus performé sont des actifs qui sont ultra centralisés en termes de, je parle de centralisation économique. Le BNB, aujourd'hui, vous pouvez vous amuser à regarder sur BSC Scan la centralisation du top 100 holder. Vous regarderez, c'est plus de 90% des tokens qui sont détenus par moins de 100 adresses pour le cas du BNB. La plupart des ERC20, que ce soit le Shiba, que ce soit tous ceux qui ont eu des extrêmes performances, le Dogecoin, le Shiba, etc., sont des tokens qui aujourd'hui ont eu des performances incroyables. Mais si on a eu ce genre de performance, c'est parce qu'on a eu aussi un certain degré de centralisation économique et que la plupart de ces grosses baleines, justement, n'ont pas décidé de vendre. Qui a le plus de capacité ou le plus de probabilité de vendre? Souvent, ce n'est pas forcément les baleines qui ont peut-être des centaines de millions d'argent vraiment soit en crypto-monnaie, soit même d'autres actifs à côté. Souvent, ces personnes-là ne sont pas celles qui vont le plus vendre, mais plutôt bah, ceux qui souhaitent s'acheter une voiture, qui souhaitent partir en vacances, et ceux qui n'ont pas véritablement d'argent. Tu vois, moi, c'est vraiment la réflexion que j'ai, et je pense que la centralisation au niveau du réseau, c'est une mauvaise chose. La centralisation économique, ça peut être une bonne chose dans certaines circonstances pour le prix. Et j'ai bien dit, ça peut. C'est pas dire tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une centralisation économique auprès de gros acteurs. Si jamais ils font un rug pull qui dump, bah oui, c'est un risque. Mais si on se rend compte qu'il y a certains acteurs, le top 100 par exemple, si on, puis on peut tout analyser on-chain, hein, si on se rend compte que sur le top 100 des holders, au final, sur les 5, 6, 7 dernières années, sur certains projets, ils n'ont jamais vendu un token, mais en plus de ça, ils accumulent, bah moi, je prends ça comme étant une véritable bonne nouvelle en réalité. Je préfère mieux que les tokens aillent
dans les poches et dans les mains de ces gros détenteurs de projets, enfin de ces gros holders, plutôt que par, l'écrasante majorité des investisseurs qui, à partir du moment où ça va un petit peu dumper, bah, ils vont vendre parce qu'eux, ils vont avoir peur et parce qu'ils sont pas capables de tenir leur position sur de la longue durée, quoi. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Je sais pas comment toi tu le vois? Ouais, bah, tout à fait. Après, ça dépend. On va peut-être faire les 2 archétypes des 2 Wells parce que bon, pour continuer un peu la réflexion, mais c'est vrai qu'il y a, ça dépend tout dépend de la qualité de la Wells, la centralisation. C'est-à-dire Mmh. d'un côté, bon, à l'extrême, bon, le pire que vous puissiez avoir, mais c'est un projet qui se lance, en ayant dès le début l'intention de rug pull. Un projet NFT, voilà, on a eu plein d'exemples avec des créateurs qui concentre 90 80 voire même plus de la supply et qui lance un projet à grands coups de marketing, en espérant voilà, vendre les 10 restants, des tokens, à des personnes retail, hein, de préférence, pour Mmh. pouvoir, plus les rug pull, attendre que le prix dump et après voilà, vendre au market tous leurs tokens à eux et donc du coup, voilà, dumper le prix et fermer le projet, voilà, flatline, c'est mort. Tous ceux qui ont investi ont perdu, tout leur argent. Les détenteurs sont sortis rapidement avec une grosse somme d'argent. Et voilà, donc là, c'est le côté Wales qu'on veut pas et qui est totalement délétère et pas très utile. Et d'un autre côté, il y a des ways, et là c'est vrai qu'on peut regarder les adresses on-chain. Moi, j'étais parfois un peu ébahi de voir les sommes dont on parle, et on se rend compte voilà, sur certains tokens, des nouveaux projets, où il y a des personnes qui effectivement concentrent peut-être 30-40% de la supply, ou voilà, les 4-5 premières adresses, il y a peut-être les créateurs du projet, mais il y a aussi d'autres personnes, d'autres whales, qui détiennent une grosse partie du, des tokens du projet. Et si on regarde leur adresse et ce qu'ils détiennent dans les autres cryptos, on remarque vraiment ce que tu as dit toi, où c'est des personnes qui n'ont vraiment pas besoin d'argent. C'est-à-dire peut-être ils ont 30% de la supply d'un nouveau projet, mais ils ont aussi plusieurs centaines de millions en Ether. Ils ont peut-être du Bitcoin, après on peut pas le voir, mais surtout sur le, je parle dans le VM sur Ether, sur bon, tous les tokens ERC20 qui sont facilement vérifiables à partir des adresses. C'est des personnes qui ont peut-être voilà, des centaines de millions en Ether, plusieurs millions en BNB, et c'est parfois des personnes qui ont fait des gros gains et qui sont là depuis très longtemps dans l'écosystème crypto, Mmh. qui étaient là pour le Bitcoin, qui ont investi sur de l'Ether, qui ont plusieurs, du coup, comme des gens qui ont investi de l'argent de Bitcoin sur Ether, qui ont pu rentrer très très tôt dans l'Ether et qui ont pu accumuler des milliers, voire des centaines de milliers d'Ether, donc qui ont un capital qui est largement suffisant pour vivre. Ils peuvent retirer de temps en temps plusieurs centaines de millions et qui ont continué à s'investir dans l'écosystème crypto, à investir des projets. Mais vous doutez bien que la puissance de frappe de ces personnes-là qui ont plusieurs centaines de millions, euh, en plus de leurs connaissances, parce que c'est peut-être des investisseurs retail, mais qui ont plus voilà, des capacités d'analyse, une compréhension de l'écosystème qui est beaucoup plus avancée que la majorité des investisseurs retail. Vous savez bien que quand ils rentrent sur un projet, qui décident ce projet-là, il est intéressant, je vais investir de l'argent dessus, forcément, ils rentrent pas comme nous avec des peanuts, quoi. Enfin, quelque chose qui est pas significatif. C'est des personnes qui vont rentrer et qui croient dans le projet avec des grosses sommes dès le début, donc du coup qui vont acquérir et centraliser la supply. Mais dans ce cas-là où c'est bon, dans le meilleur cas où ils ont déjà suffisamment d'argent que ça va pas leur changer leur vie, d'avoir plusieurs millions dans ce projet-là, de centraliser la supply et qu'ils ont vraiment l'intérêt du projet et qui voient l'utilité et qu'ils ont toute cette connaissance et du coup qui vont pas dump, voilà, même s'ils veulent sortir, ils vont faire ça intelligemment, ils vont sortir petit à petit, ils vont mettre en place des stratégies voilà, pour être eux-mêmes la liquidité, mettre des choses en place pour pas dumper le prix d'un coup. Parce qu'après, voilà, effectivement, il y a des whales qui peuvent vous dumper tout d'un coup, même des professionnels qui ont besoin de hedger le risque, qui ont besoin de vendre leur portefeuille de Bitcoin d'un coup parce que ça va plus du tout au niveau de la gestion du risque. Mais et après, il y a des entre-deux. Mais c'est vrai que euh, dans le cas, comme on l'a dit, dans le cas de cette vidéo que je m'éparpille un peu, une whale qui est dans ce cas-là où il y a déjà des centaines de millions en crypto qui rentrent sur un projet qui centralise la supply, c'est vrai que si vous avez ce type de profil qui détiennent une majorité de la supply, pour le prix, c'est vrai que c'est plutôt bon signe parce qu'on peut s'attendre que le comportement de ces personnes soit plus dans le sens du projet, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à venir dumper le plus possible de choses, à faire baisser le prix parce que ça les avantage pas à eux et eux-mêmes économiquement et au niveau personnel, ils n'ont pas intérêt à le faire. Et du coup, il y a aussi la théorie du jeu. Est-ce que les gens ont intérêt à dump ou pas? Et bon, après,
peut jamais Bah, savoir, pareil mais aussi quand tu es un fondateur de projet, pareil, quel pourcentage de la supply tu considères comme étant une bonne allocation pour les fondateurs du projet? Moi, je pars du principe que si tu es quelqu'un de sérieux et que tu veux faire en sorte à ce que le projet se développe correctement, même si tu détiens une grosse partie de le supply, tu as aucun intérêt à dump ton token, tout de suite, ou de rug pull les gens parce qu'en fait, tu vas tuer ton projet. Tu as plutôt envie à ce qu'il se développe, tu as envie, à ce qu'il prenne de la valeur et je pense que la majorité des créateurs de projets, c'est comme ça qu'ils le voient. Après, c'est toujours une question de risque, et du curseur, où est-ce qu'on va le placer? Encore une fois, je pense que la centralisation au niveau du réseau, c'est pas une bonne chose parce que là, on perd un peu le côté démocratique et l'intérêt de l'écosystème crypto. Mais la centralisation, économique, ça peut, en tout cas, dans les mains de certaines baleines, ça peut être une bonne chose au niveau des performances pour le prix. Si on jette un coup d'œil, je vais essayer de partager mon écran, quand même pour donner quelques chiffres. Tiens, dis-moi si tu vois mon écran, Théo? ça charge. Ouais, c'est bon. Là, si on regarde sur Etherscan, hein, vous pouvez vous amuser à regarder ça sur la plupart des projets que vous avez en tête. Si on regarde le top 100 des holders là, sur Etherscan, donc c'est vraiment des données on-chain, hein, pour le BNB, donc les top 100 holders détiennent 99,10% de la supply pour le BNB. Donc ça, c'est un exemple. Si on regarde pour Sandbox, 94,11%. Le top 100 des holders possède 94,11% de la supply. À chaque fois, c'est des tokens qui ont eu des super performances sur le précédent bull run, hein. Decentraland, top 100 des holders, 72,61%. Uniswap, on est à 84%. Chainlink, on est à 74%. Donc, bien évidemment, il faut aller rentrer un peu plus dans le détail au niveau des chiffres, mais souvent, dans la tête de la plupart des gens, c'est centralisation, c'est mauvais. Mais quand on regarde les projets qui ont le plus surperformé, qui ont le plus performé lors des précédents bull runs, c'est des projets qui sont euh, détenus de manière centralisée au niveau économique par un petit nombre de baleines et qui fait en partie que le prix a très fortement augmenté. Donc, il faut faire attention, il faut arriver à voir les choses sous forme de spectre, je pense. Le plus difficile, c'est de se dire il se passe ça, c'est mauvais. Non, souvent, il y a encore une fois un spectre. Ça peut être bon dans certaines circonstances, ça peut être mauvais dans d'autres circonstances. Et là, encore une fois, il y a une fausse idée, je trouve, une fausse croyance dans la tête de beaucoup de personnes de penser que la centralisation économique, c'est forcément une mauvaise chose. Tesla, par exemple, Elon Musk, à un moment donné, il expliquait que il aimait, enfin, que il blâmait un peu le Dogecoin à un moment donné après l'avoir bien chillé, mais il avait blâmé le Dogecoin en disant j'aime pas trop ça parce que il est trop économiquement centralisé auprès de certaines baleines. Et lui, par exemple, il détient entre 20 et 25% de Tesla. Avant, il en détenait beaucoup plus. Tesla, ça a été l'une des entreprises qui a été les plus performantes de ces 10 dernières années parce qu'il détient une partie importante de cette part d'entreprise et que Elon Musk, il n'a pas d'intérêt, en tout cas, à vendre l'intégralité ou de dumper son entreprise. Il a plutôt envie à ce que ça, son entreprise progresse et que son action prenne de la valeur. La plupart des boîtes aujourd'hui qui ont extrêmement bien performé, que ce soit Apple, que ce soit Amazon, que ce soit Google, toutes ces boîtes-là, Microsoft, vous pouvez regarder, c'est centralisé auprès d'un très petit nombre d'individus, et d'ailleurs même en grande partie par les fondateurs initiaux. Mark Zuckerberg détient encore une part importante de Facebook. Jeff Bezos détient encore une part importante d'Amazon. Il a été dilué, ils ont été dilués au fur et à mesure avec les levées de fonds et puis les nouveaux investisseurs qui ont rejoint l'entreprise, mais ils détiennent encore une part importante. Et je pense que ce qui a fait en partie que ces entreprises-là ont eu une bonne performance, je dis bien en partie, c'est parce qu'ils ont été aussi centralisés auprès de certains individus qui, eux, avaient envie de voir l'entreprise véritablement se développer, de prendre de la valeur, et sur des dizaines et des dizaines d'années. Le retail, c'est pas comme ça qu'ils le voient. Au moment où Amazon, pendant la crise les dot-com, donc la bulle des... Internet des 2000, ouais, ouais. voilà, la bulle Internet, Amazon a baissé de plus de 95%. Là, je suis persuadé que l'écrasante majorité des personnes avaient déjà vendu et que les seuls qui détenaient l'action Amazon à l'époque, c'était Jeff Bezos et puis peut-être sa mère, tu vois, à l'époque. Mais, euh, mais c'est tout, en fait. Derrière, il faut bien comprendre que il faut essayer d'apporter de la nuance et éviter de voir les choses de manière trop spécifique et de se dire forcément une centralisation, c'est mauvais. En plus de ça, souvent, on a l'idée en tête que euh, la peur, en fait, de la part des investisseurs, c'est de se dire, tiens, la baleine, elle va me dumper dessus. Si on regarde des projets qui sont là depuis longtemps et même des projets qui sont très largement investis pour la part des investisseurs, par exemple, je prends le cas d'Ether, par exemple, on peut regarder les fondateurs.
Vitalik a déjà dumpé en 2017, je ne sais plus combien d'Ethers il avait dumpé, mais il a déjà vendu des centaines de milliers d'Ethers en 2017. Et là, dernièrement, il a encore revendu je ne sais pas combien d'Ethers. Donc derrière, il y a des fondateurs, même sur des projets connus, qui vendent et qui dumpent sur la tête des utilisateurs. Pour autant, c'est des projets qui ont eu encore une très bonne performance. Mais pour autant, on ne va pas les critiquer. On va plutôt critiquer le RC20 ou le projet qui va peut-être avoir une centralisation. Par exemple, un créateur de boîte, un créateur de projet qui va peut-être avoir 70% de la supply. On va le blâmer lui, même si lui ne va pas vendre les tokens sur 5, 10, 15, 20 ans. Peut-être que ces personnes-là ne va jamais vendre, même s'il détient 70% de la supply, alors qu'on ne va rien dire à Vitalik Buterin, qui lui détenait à l'époque une grosse partie de la supply, maintenant beaucoup moins, parce que justement, il a dumpé. Il a d'ailleurs, à mon avis, fait le top en 2017 et il a même revendu le top là en fin 2021. Tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses justement de ça, toi, Théo. Ouais, bah après, c'est un peu. Il y a aussi un côté. Comment dire, un côté. Est-ce que la personnalité passe bien auprès du public ou pas? C'est-à-dire C'est qu'il ça. y a un peu le côté. Je sais pas comment dire, mais un peu. Est-ce qu'il est bien vu? Est-ce que c'est un peu le chouchou? Est-ce qu'il y a un petit côté. Je sais pas, est-ce que la personnalité passe bien? Est-ce qu'on pense que c'est quelqu'un d'intègre? Et au final, il y a beaucoup d'images qui sont peut-être vraies ou fausses au final. Mais c'est vrai que quelqu'un comme Vitalik, il a il passe bien auprès de la communauté crypto parce que clairement, voilà, le mec, il a des capacités et une compréhension de l'écosystème et de son projet voilà, c'est exceptionnel, le mec, il va à stratosphère. Et en plus, voilà, il a ce côté un peu geek, un peu, voilà, où il fait tu vois, il fait pas dans l'extravagance, il arrive sur scène avec un t-shirt, avec des chats, des chaussettes Uniswap, tu vois, il s'en fout et du coup, il est pas dans cette extravagance où il veut vraiment montrer qu'il a beaucoup d'argent, qu'il sait beaucoup. Et il reste vraiment souvent sur l'aspect technique. Bon, après, il a son aspect financier aussi. Mais c'est vrai que je pense qu'il passe bien auprès de la communauté. Tu vois, quelqu'un comme le fondateur de Cardano, c'est pareil, Charles Hoskinson, moi, je sais pas comment Ouais, c'est ça se ça. prononce, mais tu vois, c'est quelqu'un bon, qui voilà, que la communauté apprécie parce que voilà, il est pareil, il est pas dans l'extravagance, il arrive avec une chemise tout à fait normale et voilà, pareil, des lunettes, une coupe de cheveux, Il tout. passe bien Voilà, dans le public global, quoi. voilà, tu vois, c'est quelqu'un sur lequel tu peux presque t'identifier. Bon, après, le côté intellectuel, compréhension de la blockchain, ils sont très loin de nous, mais tu te dis, ça peut être voilà, quelqu'un que je connais moi, ouais, il n'a pas des supports de prix, tu vois, c'est quelqu'un qui m'a l'air accessible, que je peux comprendre, qui a l'apparence d'être humble, comme là, bon, on peut pas, SPF, là, avec sa Toyota, bon, qui donnait l'impression d'être humble, bon, au final, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté image, là, voilà, est-ce que c'est le futur génie, ce mec qui est très intelligent, et en plus, il a su garder un côté humble malgré sa réussite financière, et du coup, ben, quelqu'un comme ça, même si à côté il peut avoir des activités et un train de vie totalement, totalement de luxe et tout, mais qui monte pas Mais il va trop. pas le montrer, quoi. Voilà, et du coup, ces actions-là, au final, c'est comme pour toutes les personnalités. Si quelqu'un, on l'aime pas parce que voilà, il a un caractère ou il a un style ou tout simplement une tête qui revient pas aux gens, et du coup, on l'apprécie pas trop, même s'il peut avoir un historique voilà, qui fait que des bonnes actions, qu'au final, ce qu'il dit, c'est plutôt intéressant, bon, qui met en place des projets, qui ça a l'air sérieux et tout, mais juste du fait de l'ambiance et du sentiment des gens par rapport à lui, il va être beaucoup plus critiqué que quelqu'un qui passe bien ou qui est la star du moment ou que tout le monde voilà, euh, apprécie et a envie de dire des bonnes choses. Mais lui, par contre, peut se permettre des comportements beaucoup plus voilà, erratiques ou vendre ou faire des choses qui seraient pas passées ou qui n'auraient pas été pardonnées à quelqu'un d'autre. Mais comme c'est lui et dans ce moment-là, parce que ça peut aussi changer et très rapidement le sentiment envers quelqu'un, Ouais. comme c'est lui, au final, on lui en veut peut-être un peu moins. Ah bon, ouais, moi, c'est ce que. Après, moi, je pense que l'intérêt aussi qu'il faut avoir, enfin, l'avantage qu'on a aujourd'hui avec la crypto et la blockchain, c'est qu'on est capable de tout vérifier. Aujourd'hui, l'adresse, par exemple, de Vitalik, on la connaît. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'Ethereum Foundation. Vous avez d'ailleurs même aussi l'adresse de l'Ethereum Foundation et tout. Vous êtes capable aujourd'hui de tout tracer. Donc, si aujourd'hui vous avez des doutes, quand je vous ai montré là, le top 100 des holders qui détiennent une X pourcentage de la supply de certains projets, jetez un coup d'œil. Vous pouvez aujourd'hui analyser les détenteurs de ces gros wallets, ce qu'ils font, est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils vendent. Glassnode aussi permet de le faire pas mal pour regarder le top 1 des adresses qu'ils font sur certains projets. Est-ce qu'ils accumulent, est-ce qu'ils vendent, etc. Et
Quand vous voyez qu'il y a des grosses baleines qui accumulent, souvent ils vont accumuler dans des périodes qui sont très intéressantes en termes de prix, souvent en bear market. Et quand ils vont commencer à vendre et quand on va voir que la centralisation économique va commencer à diminuer, souvent ça va être plutôt synonyme de top parce que là, ils vont commencer à vendre dans les moments qui sont les plus élevés. Alors que les retail, euh, eux vont faire l'inverse. Ils vont vendre dans les périodes les plus basses et ils vont acheter dans les périodes les plus hautes. Donc suivre ce que font les baleines, ça peut être quelque chose d'important pour voir justement la dynamique de l'actif sous-jacent. Et aujourd'hui, comme l'a dit Théo, Vitalik, on sait que c'est quelqu'un qui a déjà dumpé à 2 reprises, qui a fait le top en 2017, qui a fait le top là en 2021 en vendant une grosse partie d'Ether. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir aussi, hein? Je veux dire, il a créé le projet, il a le droit de récupérer de l'argent comme tout le monde, mais il faut voir les choses telles qu'elles le sont véritablement dans la vraie vie, tu vois, et pas avoir un biais de confirmation de dire ah bah non Vitalik c'est génial ou certains projets crypto ERC20 c'est de la merde parce qu'ils sont centralisés à plus de 90%. Il faut voir la réalité telle qu'elle est véritablement et c'est toujours avec de la nuance. Charlie Lee c'est pareil, le fondateur de Litecoin, lui pareil en 2017 il a dumpé au top et tout, donc voilà, souvent beaucoup de personnes vont dire ah c'est génial le Litecoin c'est bon je l'adore et puis on va aller taper on va montrer du doigt quelqu'un qui lui va avoir 90% de la supply sur un token ERC20, mais on va pas montrer du doigt des gros fondateurs de projets comme Charlie Lee ou comme Vitalik qui va dumper au plus haut du marché et qui ont littéralement fait le top sur ces périodes-là. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Encore une fois, non. Est-ce qu'on peut apporter de la nuance? Oui. Mais voilà, je pense que c'est important d'apporter toutes ces informations dans cette vidéo parce que souvent, on a l'impression de. Enfin, moi, j'ai l'impression que la plupart des investisseurs, ils voient les choses que d'un seul aspect, tu vois, que sous un seul angle spécifique. Et je pense que c'est une erreur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Dans la description, je vous mets 2 liens. Le premier, enfin même 3 liens. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, et donc Aventure Crypto. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil et de vous abonner à sa chaîne. Je vous mets également aussi le lien vers ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je parle de finances personnelles, d'investissement, entrepreneuriat, etc. Tous des sujets que j'évoque pas forcément sur la chaîne Tokens Invaders parce que là, on se focalise vraiment sur l'écosystème crypto et on a envie avec Mickaël de rester véritablement là-dessus. Mais il y a plein de notions ou d'informations qui vont graviter autour de l'indépendance, la liberté financière qu'on ne peut pas évoquer sur Tokens Invaders et que j'évoque bien évidemment sur Éternel étudiant. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et enfin, le troisième lien, c'est le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre pour tous ceux qui veulent commencer à apprendre un peu plus en détail l'écosystème crypto et investir de manière un peu plus durable sur cet écosystème. N'hésitez pas à rejoindre le programme, vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail, un mot de passe et vous pourrez vous connecter immédiatement sur votre espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.